Bonsoir. Alors je précise pour celles qui arrivent, le thème du live de ce soir c'est le stress, la gestion du stress notamment, le point de vue de l'Ayurveda sur le stress. Bonsoir à toutes et à tous. Et j'avais dit dans le post ou en story, je ne sais plus, qu'on n'allait pas parler de l'actualité. On m'a demandé quand même d'évoquer, enfin de toute façon on est dedans, donc forcément c'est une source de stress, donc on est en plein dans le thème. Maintenant, dans ce live on ne parlera pas de quel côté prendre, quel choix faire, etc. Là on parlera vraiment exclusivement du stress. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des expériences à partager, si vous voudriez qu'on décortique un petit peu tout ça et voilà, juste donner votre... comment vous vivez la chose, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse personnellement. Je vais aussi vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a quelques jours, suite à l'actualité notamment, et qui m'a réappris certaines choses sur comment gérer son stress. On parlera bien sûr d'Ayurveda parce que c'est mon sujet de prédilection, un de mes sujets de prédilection. Donc on va parler un petit peu des doshas, de la vision de l'Ayurveda sur le stress. Donc voilà, j'espère que le programme vous plaît. Et n'hésitez pas à parler dans le chat, à interagir. Encore une fois, à poser vos questions sur si vous avez besoin de conseils, tout simplement, parce que c'est le but aussi de ce live. Voilà. Et j'ai reçu une question notamment, parce que je vous avais proposé de me mettre vos questions en story. J'ai reçu une question, comment ne pas subir le stress dans une société telle que celle dans laquelle on est. Je vais commencer par répondre à cette question parce que elle est très intéressante et il y a plusieurs choses dont j'aimerais parler par rapport à ça. La question exacte c'était comment ne pas stresser dans un monde comme le nôtre. Ma réponse simple entre guillemets, simplifiée, c'est on ne peut pas. On ne peut pas tout simplement parce que c'est pas le but. Le but c'est pas qu'on soit constamment bien, apaisé. Le mieux c'est que ce soit la majorité du temps, ça c'est certain. Mais tout a la possibilité de nous stresser en fonction de nous, comment on se prépare face à ce stress, de une. Et de deux, le stress peut être bénéfique quand il est en bonne quantité. Donc là c'est comme tout en Ayurveda, c'est une histoire d'équilibre. Trop, pas assez, quelle qualité de stress, comment il se manifeste, etc. Donc, on va en parler de toute manière, je vais vous donner plusieurs clés dans ce live sur comment gérer son stress, comment ne pas subir un stress. En fait, c'est ça, subir un stress, c'est accepter que ce stress a un effet sur nous. Parfois, c'est incontrôlable, parfois, c'est de l'ordre de l'inconscient, parfois, c'est trop pour nous. Et ça aussi, on va en parler. Quand est-ce que c'est trop ? Savoir quand c'est trop. Et je vais revenir ensuite sur parce que la personne me demandait est-ce que tu as des outils justement comme la méditation, les balades, l'alimentation. Il y en a plein. L'Ayurveda regorge de ça puisque le stress c'est très 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 lié à l'excès de mouvement, à l'excès de pensée qui est très lié au dosha Vata. Et le dosha Vata, c'est un peu le dosha qu'on cherche tout le temps à équilibrer, à apaiser en Ayurveda parce que c'est celui qui se déséquilibre le plus facilement et c'est celui qui est en mouvement dans le corps et dans l'esprit. Bonsoir Julie, bonsoir à toutes ceux et celles qui sont arrivées. Ok, du coup je vais commencer par vous parler un peu ce qui m'est arrivé, donc en fait dès les annonces on va dire, même si c'est des choses qui étaient déjà présentes avant. Je vis une situation stressante au niveau personnel dont je ne développerai pas forcément ici. Mais quand il y a eu l'annonce du gouvernement, la première réaction que j'ai eue, c'est la précipitation et il faut faire tout ça tout de suite, tu pourras plus le faire ensuite, etc. Et je me suis un peu perdue là-dedans. Et en fait, il a fallu que, hier, quand je sentais que j'étais irritée, très très irritée pour beaucoup de choses, que ça commençait vraiment à me perturber, que je prenne un moment de pause, que j'aille me promener, parce que je sais que c'est une des choses qui, moi, me fait du bien. On va en parler juste après. Et je me disais comment est-ce que je vais me connecter à l'énergie de Jupiter. Parce que Jupiter, c'est la foi, c'est la joie, la créativité, etc. Ce dont une énergie dont on a tous beaucoup besoin en ce moment, surtout la foi.
Et vu que c'est une énergie qu'il faut aussi que je renforce pour ma part, on va pas rentrer dans les détails dans le Jyotish, mais voilà, je cherchais un mantra pour renforcer l'énergie de Jupiter. Et il y a une déesse qui est associée à Jupiter, c'est la femme de Jupiter dans la mythologie hindoue qui s'appelle Tara. Et du coup, je me dis, super, je vais prendre un mantra à Tara, je n'en connais pas encore, donc ça va me faire découvrir de nouveaux mantras. Donc j'ai écouté ce mantra qui m'a fait du bien, mais sans plus quoi. Et au moment où je suis allée me promener, à chaque fois maintenant quand je vais me promener, je décide est-ce que j'ai envie d'écouter quelque chose ou est-ce que je veux écouter le silence ou ce que j'aime bien dire, les bruits de la vie. Souvent j'ai envie d'être dans le silence parce que vu que je suis beaucoup à mon bureau sur des écrans, etc. et qu'il y a des stimulations auditives tout le temps, surtout que je vis en ville, j'aime bien être dans le silence. Et là j'avais envie d'écouter quelque chose, mais je voulais pas écouter juste pour écouter quelque chose. Il me fallait quelque chose qui m'aide à me calmer justement. Et je sais qu'il y a un podcast qui marche tout le temps pour moi. C'est une personne qui me semble utilise la philosophie bouddhiste et aussi psychologue clinicienne américaine. Et j'étais allée à certaines de ses méditations quand j'étais aux États-Unis et elle a aussi un podcast qui, en fait, c'est les enregistrements de ses méditations en groupe. Et à chaque fois, elle a un sujet qu'elle aborde. Et comme par hasard, à chaque fois, il se trouve que c'est le bon sujet par rapport à ma problématique ou ce que je vis à ce moment-là. En gros, il me semble que le sujet, c'était les 3 piliers de la méditation, comment se recentrer, etc. Et ce que j'ai réalisé après avoir écouté le podcast, c'est que le nom de cette femme, elle s'appelle Tara Brach. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, Tara Brach. Et là, j'ai fait le lien tout de suite avec la déesse Tara que j'avais eue dans la journée un peu plus tôt. Et au final, c'est Tara Brach qui m'a vraiment aidée à me reconnecter à la joie, à la créativité, à la foi surtout, parce que c'est ça qui me manquait à ce moment-là. Donc voilà, je vous ai juste raconté cette petite histoire pour que vous voyez un petit peu à quel point ça peut être subtil parfois, qu'on reçoit des petits messages pour nous dire « Reviens à toi, calme-toi, tout va bien se passer ». Et ce qui est important, donc premier point qu'on va aborder ce soir, pour moi le plus important c'est d'apprendre à se connaître. Parce que le stress, avant de le gérer, c'est encore mieux de pouvoir l'éviter. C'est pas toujours possible. Mais c'est vrai que quand on apprend à se connaître, que ce soit par sa constitution de naissance ou même tout simplement en sachant quelles sont les sources de stress chez nous, quelles sont les choses qui vont forcément nous déséquilibrer au niveau émotionnel ou au niveau physique aussi, puisque le stress peut être physique dans le corps tout simplement. On parle de stress oxydatif, quand on a un traumatisme crânien c'est un stress, quand on a un arrêt cardiaque c'est un stress, etc. Donc tout ça pour dire que ce que j'encourage énormément les gens à faire en consultation notamment, c'est de faire une liste des choses qui les stressent, de faire une liste des choses ressources. Donc si vous savez par exemple que vous habitez à la campagne, on va dire, vous habitez à la campagne et vous savez qu'aller en ville c'est vraiment très stressant pour vous parce qu'il y a les bruits, parce qu'il y a la pollution, parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. C'est beaucoup plus simple de le savoir parce que vous allez pouvoir l'anticiper et vous allez pouvoir ensuite faire en sorte de vous sentir mieux. Parce qu'un autre point que je voulais aborder ce soir, c'est un stress, ça se prépare et ça se répare. C'est-à-dire que quand on sait qu'on va faire face à une situation qui est stressante pour nous, et quand je dis ça, ça n'a pas besoin d'être stressante dans l'absolu, c'est tant que vous, ça génère un inconfort tel que ça vous déséquilibre, que ce soit émotionnellement ou physiquement, c'est un stress. Si pour vous un stress c'est, je vais dire un exemple qui est moins commun, par exemple de dormir dans un nouveau lieu, d'être entouré de beaucoup de monde si vous avez peur des foules par exemple, si c'est un stress pour vous, il faut déjà le respecter, donc c'est un stress pour vous et il faut le préparer et ensuite le réparer. C'est-à-dire que vous allez faire tout pour, avant ce stress, diminuer votre stress de base, diminuer votre agitation, vous reposer, vous donner les choses dont vous avez besoin, les choses que vous aimez. Et une fois le stress passé, vous allez consacrer du temps à la rémission. Donc consacrer du temps au repos si c'est ce dont vous avez besoin. Consacrer du temps à du mouvement si vous avez besoin de faire du sport, de vous aérer, d'aller marcher. Consacrer du temps dans le fait de prendre du temps seul. Donc dans tous les cas, à chaque fois que vous savez que vous allez devoir faire face à une situation de stress, préparez-le
et prenez le temps ensuite pour le réparer. Voilà pour quelques clés déjà très très simples, mais c'est même pas de l'Ayurveda, on est vraiment dans du basique, mais c'est important je trouve, parce que on a tendance à vite avancer dans notre vie de tous les jours, et on se dit oui bon c'était stressant mais c'est pas grave, on va passer à autre chose maintenant. Le corps il a besoin, le corps et l'esprit d'ailleurs, c'est pas que le corps et l'esprit ont tous les deux besoin de faire un retour à soi. Parce que ce qui va se passer si vous ne le faites pas, c'est que votre système nerveux autonome, donc c'est un système nerveux que vous ne contrôlez pas, c'est celui qui va contrôler votre digestion, votre rythme cardiaque, une partie de votre respiration, etc. Il se divise en deux. Donc il y a un système sympathique qui est considéré comme le système fuite, fige ou attaque, en gros. C'est un système qui nous permet de faire face à un stress. Donc il va nous mettre tout notre corps et notre esprit dans un état qui nous permet de fuir un stress ou de l'affronter. Et son homologue, on va dire, son système complémentaire, c'est le système parasympathique. Et lui, son principe, c'est justement de nous relâcher, de pouvoir dormir et aussi de pouvoir digérer, de pouvoir transformer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si jamais on imagine que le système sympathique, c'est celui qui nous permet vers l'extérieur de nous exprimer, d'être actif, de pouvoir faire face à des situations, alors que le système nerveux parasympathique va nous ramener à l'intérieur et va faire en sorte de digérer ce qu'on a mangé, de faire tous les nettoyages, toutes les petites fonctions dont le corps a besoin pour se régénérer. Le souci, c'est que si vous enchaînez les stress et que vous ne prenez pas ce temps pour préparer et pour réparer ensuite, vous êtes dans un système qui va être purement sympathique, même si c'est très léger, parce qu'au début, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est très très délicat. Vous allez être comme ça. Et après, il y a un autre stress qui arrive, vous allez monter d'un plateau. Puis il y a un autre stress qui arrive, vous allez remonter d'un plateau. Puis encore un autre stress et vous allez remonter d'un plateau, etc., etc. Et après, on s'étonne que on nous fasse ça, on nous fasse une remarque où il y ait une petite chose en plus sur cet escalier, et d'un coup on dégringole. D'un coup, on pète un câble, ou on s'effondre émotionnellement, ou notre corps il lâche aussi. Et là on se dit, bah attends mais pourquoi mon corps il lâche alors que j'ai juste fait ce truc? Bon ok j'ai pris une petite bière mais d'habitude il supporte très bien. En effet d'habitude ton corps supporte très bien. Sauf que là t'as oublié que t'avais tous ces autres stress avant qui se sont accumulés parce que t'as pas redescendu. Et le souci aussi c'est qu'à force notre système, s'il n'a pas l'habitude de redescendre, s'il n'a pas l'habitude de repasser en parasympathique, il va plus savoir le faire tout seul. Et c'est là que vont intervenir notamment tout ce qui est substances et comportements addictifs. Quand je dis addictif, c'est pas forcément les drogues dures, c'est pas forcément l'alcool, c'est aussi les réseaux sociaux, le chocolat, le sucre, le gras, le fait d'appeler des gens, enfin tout ce qui va être comportement de compensation. Le shopping par exemple. Et en fait, tout comportement de compensation ou toute substance qu'on va prendre, c'est pour permettre au système nerveux de repasser en mode parasympathique parce qu'on n'est plus capable de le faire nous-mêmes. Donc on va chercher la solution rapide. On se dit ça fonctionne, manger du sucre ça me calme, donc c'est plus simple que je fasse ça. Et à force de le faire, plus on va le faire, plus notre système va comprendre que ça fonctionne, donc il va nous le redemander à chaque fois qu'il va ressentir un petit stress de plus, un petit stress de plus. Le problème c'est que ça ne marche pas sur du long terme, le problème c'est qu'on a besoin de le faire plus souvent parce qu'à force on s'y habitue, c'était le problème de l'accoutumance. Et au final, si on n'a pas la substance ou le comportement, on ne peut plus revenir à un système de relaxation, d'apaisement. Et ça nous met tout simplement dans un stress chronique qui est très très délétère pour notre santé et pour nos émotions, etc. Bonjour à tous ceux qui arrivent, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce soir on parle du stress, comment gérer son stress, notamment avec l'Ayurveda. Il faut savoir que du coup le stress c'est très relatif. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, certaines personnes sont stressées en étant entourées d'autres personnes. Certaines personnes sont stressées quand elles sont seules. Certaines personnes sont stressées par le fait qu'il y ait trop d'agitation, trop d'activité. Et d'autres, au contraire, ne peuvent surtout pas faire face au vide, à l'absence de mouvement, à l'absence d'activité. Donc c'est vraiment important d'apprendre à se connaître pour cette raison-là. Et là où je voulais en venir, c'est que un stress, c'est quelque chose qui est perçu. C'est à un moment donné, votre corps ou votre esprit, il est dans un état particulier. Par exemple, vous êtes
à la plage, en vacances, les choses vont plutôt bien, vous relaxez la plupart du temps, vous prenez du temps pour faire les choses que vous aimez, vous allez au ralenti, etc. Là, un stress, il ne va pas être vécu du tout de la même manière que si vous avez eu une longue journée de travail, qu'il y a vos enfants qui courent partout dans la maison ou que quelqu'un vous a fait une remarque, que ce soit au niveau privé ou au niveau professionnel. Et ça va du coup dépendre vraiment de l'état dans lequel vous êtes déjà de base. C'est pour ça qu'en Ayurveda, on fait énormément de prévention et c'est pour ça que je vous parle beaucoup aussi d'hygiène émotionnelle. L'hygiène émotionnelle, c'est tout simplement se préparer à faire face à n'importe quelle situation au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc ça veut dire que faire son yoga tous les matins, le but c'est pas juste de s'étirer, de se sentir mieux juste pendant la séance de yoga. C'est que ton corps, ton esprit, il sait que tu es capable de revenir dans un système plus calme, plus apaisé, qui est sans stress, parce que tu l'entraînes. Donc savoir gérer son stress, c'est un entraînement. C'est pas quelque chose qu'on apprend en 2-3 tips comme ça et hop, c'est réglé. Si tu n'entraînes jamais ton système à revenir dans un état de paix, un état de relaxation, il ne saura tout simplement pas le faire. Donc ça va être encore plus stressant pour toi. Donc c'est pour ça que l'Ayurveda recommande d'avoir une routine, donc d'avoir quelque chose de fixe tous les jours, même si ça change très légèrement en fonction des saisons, en fonction de l'âge de la vie, etc. Mais d'avoir toujours quelque chose qui nous ancre, parce qu'au final le stress c'est quelque chose qui nous désancre, toujours. C'est quelque chose qui nous fait ressortir de notre axe. Et quand on sort de notre axe, on regarde toujours à l'extérieur, on cherche une solution à l'extérieur, alors que la solution est en nous. Sauf que voilà, pour revenir à ma petite histoire du début, personnellement, quand j'étais dans mon agitation à vouloir me précipiter à faire des choses, suite aux annonces notamment du gouvernement, ce que je faisais, c'est que j'étais à fond dans l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, par quelle tâche il faut que je commence, qui est-ce que je vais appeler en premier, etc. Alors que la première chose à faire quand ça arrive, c'est de revenir à l'intérieur. Ça ne veut pas dire on reste passif et on attend. Ça veut juste dire, avant de sauter ou avant de faire toute action, on va inspirer, on va reculer un tout petit peu pour prendre de la distance et pour ne pas que notre décision, qui est appelée Buddhi en Ayurveda, c'est l'intellect, elle ne soit pas noyée dans l'eau des émotions. Parce que vous imaginez que le système nerveux c'est électrique, c'est de l'air, c'est Vata qui gouverne beaucoup ça avec Pitta, donc c'est de l'électricité, vraiment quelque chose qui a besoin d'aller vite. Donc si vous l'embourbez dans l'eau des émotions, autant vous dire que la prise de décision elle va être très compliquée, elle va être faussée, elle va être biaisée parce que dans l'eau on voit très très mal, on voit les choses qui sont déformées. C'est pour ça qu'on vous répète tout le temps de ne pas prendre une décision dans le coup de l'émotion par exemple. C'est un conseil basique mais que personne, et je me comprends dedans, ne suit quand il est vraiment dedans. Donc c'est vraiment quelque chose à nous rappeler. Et comment on se rappelle de ça ? Personnellement, j'aime bien avoir avoir une espèce de chose à laquelle je me rattache. Un peu une encre, on va appeler ça une encre. Mon encre à moi, c'est si jamais j'ai l'impression que je dois faire la chose tout de suite, maintenant, et que après ça sera trop tard, la plupart du temps, c'est mon ego qui réagit et je suis pas dans quelque chose de rationnel qui est bon pour moi. Je dis pas, il y a peut-être des décisions qui sont bonnes à prendre dans l'instant, mais la plupart du temps pour moi, ça fonctionne pas. C'est même délétère. Et là, ce que je peux que vous encourager à faire, c'est quand vous avez une décision à prendre, quand vous avez quelque chose auquel vous devez réfléchir, un projet, etc. Prenez le temps qu'il faut pour calmer vos émotions, pour qu'ensuite vous puissiez revenir dessus plus tard. Et surtout, imaginez-vous, est-ce que si je me sentais bien là tout de suite, si j'étais au bord de la mer, si j'étais dans cet endroit dans lequel je me sens si bien, est-ce que je prendrais la même décision ? Est-ce que je ferais le même choix ? Moi, c'est souvent quelque chose que je me demande. Par exemple, s'il y avait là par rapport à ce qui a été annoncé, j'étais déjà dans un niveau de stress à ce moment-là, et ça a juste activé le stress qui était présent. Et là, je me suis dit, attends, si là tu étais en paix, si tu te sentais bien, comme par exemple après une méditation, après avoir chanté un mantra, est-ce que tu prendrais la même décision ?
avec le même contexte, hein. On est toujours dans le même contexte. Et la plupart du temps, c'est non. La plupart du temps, non, j'ai pas besoin de me précipiter. Parce que la précipitation, c'est ce qui nous fait faire des erreurs en général, la plupart du temps. Voilà, alors je blablate beaucoup, mais il faudrait quand même que je réponde aux questions. Je vais répondre à quelques questions et après on parlera des doshas. Ok. Comment faire face à la peur et comment la gérer? Donc la peur, c'est une aggravation du dosha Vata, donc le dosha qui est constitué d'air et d'éther. Et c'est tout simplement un excès de mouvement, un excès souvent aussi de froid, puisque Vata est froid. Donc on va traiter Vata tout simplement. Donc tout ce qui va aider à traiter Vata sur le plan physique ou émotionnel ou psychologique va aider à gérer la peur et aussi le stress. Donc c'est une première clé. Là vous allez me dire comment on traite Vata. C'est un sujet qui est très très vaste. J'en parle un petit peu par-ci par-là dans mes posts. Mais pour faire simple, on s'ancre, on se réchauffe si on a froid, on fait en sorte de ne pas avoir froid en tout cas. On fait en sorte d'avoir largement suffisamment de sommeil parce que Vata souffre beaucoup du manque de sommeil. On a une alimentation qui est nourrissante, qui est régulière aussi pour ne pas être complètement instable au niveau de notre glycémie. Parce que alors ça, il n'y a rien de pire pour être émotionnellement instable. Qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre comme conseil simple pour Vata? Utiliser de l'huile. En Ayurveda, on utilise de l'huile partout parce que ça a la qualité onctueuse. Si on prend une huile chauffante comme l'huile de sésame par exemple, ça apaise encore plus Vata. Donc de manière générale, faire face à la peur, ça va surtout concerner le dosha Vata. Et ensuite, comment la gérer? Déjà en s'apaisant. Et ce que j'aime bien faire, c'est personnellement les écrire. Quand j'ai des peurs qui me viennent, plutôt que de les laisser tourner là-haut, parce que ça c'est très Vata, ça tourne dans la tête, comme ça, c'est très aérien. Je vais les écrire sur un papier qui est matériel, c'est de l'élémentaire, donc je peux le lire, je peux le voir, je peux le toucher, etc. Donc ça, je peux que vous encourager à écrire vos peurs. Parce qu'une fois écrit, parfois, pas toujours, hein, mais parfois on va se dire j'ai vraiment peur de ça. Et après, vous pouvez faire la suite de l'exercice que j'aime bien, c'est l'exercice du au pire. Donc cette peur, vous allez la décortiquer. Il y a une peur, mais souvent c'est pas la peur racine, c'est une peur de surface, on va dire. Donc on va se dire, ok, si ça arrive, ou si ça n'arrive pas d'ailleurs, dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe? Et au pire, qu'est-ce qui se passe si ça arrive? Et là, vous pouvez remonter jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à dire sur la situation. Et personnellement, ça m'aide énormément pour prendre de la distance et pour tout simplement changer de regard en fait sur cette peur. Ce qui est très efficace aussi, c'est d'en parler avec d'autres personnes. Choisissez bien les personnes avec qui vous en parlez parce que le but, ce n'est pas qu'elles vous disent « Ouais mais non, en fait, c'est pas rationnel comme peur ». Une peur, c'est jamais rationnel. Une peur, ça n'a pas à être rationnel. Une peur, elle est là pour nous sauver la vie en cas de danger extrême. Donc ça n'a pas à être rationnel, une peur. Donc si quelqu'un vous dit « Oui mais bon, t'as rien à avoir peur en fait, ça n'a aucun sens, ce n'est pas peur », c'est pas aidant, ça vous aidera jamais. Ce qui aide, c'est d'avoir quelqu'un qui est dans la compassion, qui va vous dire « Ah oui, en effet, je vois que ça t'atteint beaucoup. » Et là, tu vas pouvoir te déposer, justement. Quand tu vois que la personne, elle comprend que tu es dans une détresse, tu vas pouvoir créer du lien. Et ensuite, la personne, une fois qu'elle t'a écouté, éventuellement, si c'est ce dont toi tu as besoin, elle peut t'aider à faire cet exercice de décortiquage où elle va te dire d'accord, tu as peur de ça, mais de quoi tu as vraiment peur derrière? Et au pire, qu'est-ce qui se passe si ça arrive ou si ça n'arrive pas? Donc si tu peux avoir quelqu'un avec qui le faire, c'est toujours super, surtout en tant que femme, puisque physiologiquement, on a des besoins différents en tant qu'homme et femme. Là, je parle sur un plan purement physique et physiologique, sauf qu'en Ayurveda, on sait que ça joue aussi sur le psychique. Et de manière générale, les femmes ont besoin de parler de ça. Elles ont besoin d'exprimer les choses pour que ça se clarifie, pour trouver une sorte de justesse intérieure. Les hommes, de manière générale, ont besoin de s'écarter, de prendre de la distance et de réfléchir. Oui, on dit ça, on y retourne dans sa grotte en fait. L'homme a besoin d'isolement pour pouvoir apaiser ses émotions et ensuite gérer la chose en question.
C'est pour ça notamment, petit écart, mais c'est pour ça que la méditation était surtout recommandée pour les hommes. C'était pas une forme de discrimination, c'était en réalité que un homme a besoin de calmer son émotionnel pour pouvoir ensuite gérer une situation. Parce que l'homme, c'est celui qui, à la base, quand on était dans la savane, dans la nature, etc., c'est celui qui devait prendre une décision rapide, rationnelle, et qui va sauver la tribu, entre guillemets. Donc s'il est blindé d'émotions et qu'il ne voit plus rien parce qu'il est dans l'eau de ses émotions, il ne peut pas prendre une décision rationnelle. C'est pour ça que la méditation, qui permettait justement de calmer tout ça, était très conseillée pour les hommes plus que pour les femmes. Pour les femmes, ça va être plutôt le partage, ça va être plutôt le fait de revenir dans son corps. C'est extrêmement important pour la femme de redescendre, notamment dans son bassin, parce que c'est là que réside la plupart de son énergie et de sa force. Donc voilà, 2 clés, la méditation. Ça ne veut pas dire que si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas méditer. Vous avez du masculin en vous, on a tous du masculin et du féminin en nous, mais c'est une généralité, comme un homme a plus de masculin en général, de par ses hormones et sa physiologie, il va avoir tendance à aller plus vers la méditation, vers le fait de s'isoler. Et la femme, parce qu'elle a plus de féminin en proportion, va avoir tendance à plus vouloir en parler. Alors, Brené Brown dit souvent que la vulnérabilité est un cadeau qu'on fait à l'autre et qu'il doit être en capacité de recevoir, nous faisant le cadeau de l'accueil à son tour, et donc bien choisir qui. En effet, j'aime beaucoup son travail, je vous encourage vraiment à aller voir sa conférence, son TED Talk, je ne me rappelle plus. Alors elle a fait un TED Talk et elle a fait une conférence sur Netflix qui s'appelle le courage de la vulnérabilité. Je ne me rappelle plus du tout. Mais si vous tapez Brené Brown, vous retrouverez son documentaire qui est très intéressant. Elle parle du fait que justement ça sert à rien de se fermer complètement quand on est envahi par une émotion, parce qu'au final on fait face à un mur. Et les gens, on ne peut pas faire une connexion en fait quand on est face à un mur. On ne peut pas se lier avec une personne qui est complètement fermée. Ce qui fait qu'elle, ce qu'elle prodigue, ce qu'elle essaie d'incarner au maximum, c'est la vulnérabilité la plus, pas totale, mais en tout cas la maximum possible. Se montrer totalement dans sa vulnérabilité. C'est quelque chose qui peut être très difficile pour les doshas, notamment Pitta, parce que les doshas Pitta, ils aiment bien quand les choses sont droites. Ils aiment bien quand c'est structuré, quand c'est carré, quand ça dépasse pas. Alors t'imagines que se mettre à pleurer devant des gens ou se mettre à s'énerver, etc., ça passe pas très bien. Sauf qu'en réalité, la vulnérabilité est un cadeau, réellement. C'est un cadeau et c'est une qualité. Pendant très longtemps, je vais vous raconter ma vision personnelle, pendant très longtemps, c'était une forme de faiblesse, comme beaucoup le pensent, je crois. D'être vulnérable devant les autres, etc. et même devant moi-même. C'était une forme de faiblesse, surtout qu'en tant que femme, il fallait pas qu'on nous trouve encore plus faibles parce qu'on est déjà considéré comme plus faible dans la société en général. Et en fait, avec le temps, avec l'expérience et tout ça, avec des personnes comme Brené Brown qui partagent ça, j'ai commencé à admirer les gens qui étaient vulnérables, à les remercier de l'être, à leur dire, surtout aux hommes, parce que c'est encore plus difficile, de leur dire mais merci de te montrer aussi vulnérable, d'oser montrer tes émotions, pas dans l'hyper-démonstration, mais dans un partage tout simplement, une ouverture, montrer à l'autre ce qui se vit en toi pour qu'il puisse comprendre en fait, et pour qu'il puisse interagir. Merci Caro pour avoir partagé Brené Brown, c'est une très bonne source. Alors, j'ai beaucoup de questions. Comment expliquer du point de vue ayurvédique que la privation surstimulation d'un ou plusieurs sens génère un stress? Alors privation, oui. Alors en Ayurveda, on considère que toute maladie vient soit d'un excès, soit d'une insuffisance, soit d'une mauvaise utilisation de ce qu'on appelle les objets des sens. Donc la vue, l'odorat, le goût, le toucher. J'en oublie un. L'odorat, le toucher. L'ouïe. C'est celui-là qui me manquait, voilà. Et donc, en Ayurveda, on peut se déséquilibrer si on utilise en excès, en insuffisance ou mal ses sens, en fait. Et c'est un point que je voulais aborder, donc c'est parfait, très bonne transition. Si vous voulez savoir gérer votre stress, prévenez-le en limitant les petits stress inutiles.
Il y a des stress qu'on ne peut pas éviter, comme ce qui s'est passé lundi soir. Il y a des stress qu'on peut éviter, comme par exemple écouter des choses qui ne nous font pas du bien, comme par exemple être dans un environnement qui est très dérangé, très sale, très mal entretenu. Comme il y a plein de sources de stress, elles vont passer par les 5 sens. L'alimentation, c'est un sens, c'est le goût. Mais il y a tous les autres sens. Donc si vous êtes dans un environnement très pollué, ou avec des odeurs très synthétiques par exemple, vous allez être en stress constant au niveau de l'odorat. Parce que c'est une information qui vous est apportée par ce biais-là. Si vous avez trop de bruit, si vous avez des sirènes, si vous avez des musiques qui ne vous plaisent pas, ce genre de choses-là, vous allez avoir un stress via l'ouïe. Donc ça fonctionne via les 5 sens. C'est pour ça que l'Ayurveda conseille de nettoyer les 5 organes des sens, de les purifier, de leur mettre de l'huile, etc. Ok. Donc ça, j'espère que c'est clair, que en fait, c'est les 5 sens qui nous apportent toutes les informations qui sont nécessaires ensuite pour prendre nos décisions. Donc pour répondre aussi à ta question par rapport à l'insuffisance, ça a été montré par exemple qu'il y a des salles dans lesquelles il y a 0 bruit. Ils ont réussi à annuler tous les bruits qu'il pouvait y avoir. Certaines personnes le vivent assez bien et il y en a d'autres qui paniquent totalement en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on ne le vit pas. On est toujours en contact plus ou moins avec nos 5 sens, sauf si on est aveugle, qu'on perd l'ouïe, ce genre de choses-là. On est constamment en interaction avec les personnes et notre monde alentour par ces 5 sens. Et donc quand on est coupé d'un de ces sens, c'est un peu comme si on se retrouvait isolé ou seul en fait. Donc c'est une source de stress aussi. Dans les deux cas, l'excès ou l'insuffisance, c'est une source de stress. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. En confinement ou milieu hospitalier, ça doit carrément jouer. Oui, pour avoir travaillé en milieu hospitalier pendant plusieurs années, je peux vous dire que c'est pas une maison de repos, hein, comme on appelle ça. C'est pas du tout une maison de repos. Il y a des bruits insupportables toute la journée et toute la nuit. L'alimentation, on n'en parle pas, c'est une catastrophe. Les odeurs, sauf si les antibiotiques et les produits ménagers, ça vous plaît, c'est pas terrible. On va passer aux autres. La vue, en général, ça dépend des hôpitaux, hein, mais en général, l'effort décoratif et harmonieux n'est pas trop présent, donc c'est pas terrible. Et pour avoir un autre, le toucher, en général, le problème, c'est quand vous êtes hospitalisé ou en confinement, vous n'êtes pas touché. Donc tout ça fait que vous allez avoir une perturbation des 5 sens et donc une perturbation de l'émotionnel. Et donc, enfin bref, tout ça va être lié finalement. Donc, ouais, très bonne remarque. Ok. J'ai beaucoup aimé un témoignage qui disait je suis éduque dans la fonction publique hospitalière, je dois abandonner mon métier pour protéger ma liberté. C'était hyper courageux pour moi que la personne ait partagé ça. Encore une fois, on va pas rentrer dans le débat ce soir de pour ou contre qui est anti machin truc, ça c'est pas du tout le sujet. Mais j'admire le courage de juste respecter ses valeurs. Et encore une fois, si votre valeur elle est opposée à celle que je viens d'exprimer, de la personne qui m'a partagé son témoignage, si vous la respectez et que vous suivez vos valeurs et que vous êtes aligné avec vous-même, c'est tout ce qui compte. Et j'admire autant cette même chose, même si vous avez des opinions différentes. Donc dans tous les cas, faites les choses de manière alignée avec vos propres valeurs, vos propres besoins. Et ne vous sentez pas le besoin de vous justifier, ne vous sentez pas le besoin de vous comparer, puisque au final vous êtes différents et vous avez des besoins différents. Voilà, on va clore le sujet là-dessus. Et elle me dit que est-ce que j'ai des tips par rapport au stress que ça peut générer. C'est plus des tips là qu'il faut. Selon moi, c'est un accompagnement. Je te conseille de te faire accompagner si tu as la possibilité, parce que c'est un gros stress, c'est un gros chamboulement de vie et je peux que t'encourager de te faire accompagner. Enfin, de manière générale, je vous encourage à vous faire accompagner, à en parler. Je l'ai fait moi-même il n'y a pas très longtemps. J'ai pris une consultation moi-même pour être guidée. Ça a été une des meilleures choses que j'ai fait de ces derniers mois parce que j'ai plein d'outils. Je fais plein de choses au quotidien.
Mais il y a parfois, c'est pas suffisant en fait. Parfois, il faut un traitement ou une prise en charge un peu plus importante. Et c'est une autre chose dont je voulais vous parler, c'est que quand on a un stress, quand on a une situation qui est déséquilibrante, que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel, au niveau psychique, mental, il faut réagir en conséquence. Je donne toujours cet exemple de vous n'allez pas vous laver de la même manière après une journée au bureau ou une journée à la plage ou une journée de travaux. Parce que vous n'avez pas les mêmes besoins. Après avoir fait des travaux dans votre maison toute la journée, vous avez probablement insisté un peu plus parce que vous êtes plus sale entre guillemets par votre journée. Au niveau émotionnel, c'est pareil. Si tout va bien dans votre vie, si vous avez assez peu de stimulation, assez peu de stress de manière générale qui vient de l'extérieur, faire un peu de méditation le matin, un peu de yoga, une balade en nature de temps en temps, ça peut suffire très très bien. Sauf que ensuite, quand il y a des annonces comme on a eu ou qu'il y a des situations qui se rajoutent, il faut que votre hygiène émotionnelle et mentale s'ajuste aussi. Donc votre pratique quotidienne ou votre pratique hebdomadaire, il faut qu'elle s'ajuste aussi. Donc si là, par exemple, en ce moment, on est beaucoup à vivre un grand stress national, on va dire, il faut tous qu'on adapte notre pratique. Si vous faisiez par exemple 15 minutes de méditation, je dis ça parce que c'est le truc le plus simple qui me vient à l'esprit, mais si vous faisiez 15 minutes de méditation tous les jours et que ça vous suffisait, c'est plus suffisant maintenant. Ça ne veut pas dire méditez plus, devenez des ascètes et faites 30 minutes de méditation. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses à amener. Et à mon avis, c'est pas que par la méditation que ça va passer. Ça va passer par les attentions, les échanges. Ça va passer par le toucher, par le mouvement. On va décrire un peu par dosha quels sont les besoins de chaque dosha notamment. Mais dans tous les cas, adaptez votre pratique de tous les jours ou hebdomadaire en fonction de la fréquence à laquelle vous faites parce qu'il faut répondre à un besoin différent, tout simplement. Alors, Julie me dit en tant que sophrologue, j'imagine, j'ai des demandes d'accompagnement pour gérer ce stress. Les personnes ont beaucoup trop gardé en eux depuis de nombreuses années et ça complexifie l'accompagnement. On est d'accord. Comme toi, Julie, en consultation, j'ai des personnes très jeunes et je les remercie à chaque fois, mais je trouve ça génial que j'ai des personnes de 20, 22 ans qui me contactent et qui me disent qu'elles veulent s'équilibrer au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, qu'elles veulent prévenir les déséquilibres qu'elles pourraient avoir. On a tous à tout âge des stress, on a tous à tout âge des émotions qui sont plus ou moins refoulées, mais plus on les prend tôt, plus c'est facile en fait. Et moins ça va être désagréable et douloureux pour les évacuer, pour les traiter. Ce qui ne veut pas dire qu'à passer un certain âge, c'est trop tard. C'est jamais trop tard pour vous occuper de votre émotionnel et de votre psychique. Mais en effet, plus on attend, plus c'est difficile parce qu'après, ça va passer toutes les couches. Il y a 5 couches en Ayurveda du corps. Donc on va passer, je vais les faire de la plus subtile à la moins subtile. La couche de béatitude, du bonheur, la couche de l'intellect, de l'intuition, la couche du mental, de l'émotionnel, la couche de ce qu'on appelle l'énergie, le prana, et enfin la couche physique. Si vous avez des soucis qui sont très souvent générés par la couche du milieu, qui touche les 2 autres couches autour, avant et après, qui est la couche émotionnelle, celle-ci elle est particulièrement instable puisqu'elle est composée d'eau. Elle va affecter toutes les autres couches et surtout quand ça va se matérialiser dans la couche physique, c'est qu'on est arrivé à un stade qui est plus profond encore. Donc j'ai fait quand même des posts par le passé, vous pourrez les retrouver assez facilement sur mon compte, sur quel organe est touché par quel type d'émotion, si vous avez des soucis à ces organes-là, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est hyper intéressant, mais dans tous les cas, n'attendez pas que ça se manifeste dans votre corps. Et moi, c'est ma motivation première à faire mes pratiques d'hygiène émotionnelle, c'est que j'ai pas envie d'être malade, tout simplement. Et si ça peut être une motivation pour vous, parce que si vous voyez pas l'intérêt, vous n'aurez pas envie de le faire. Si vous vous dites, je préfère passer un tout petit peu plus de temps à faire ça plutôt que de tomber malade maintenant ou même plus tard, ça va tout de suite avoir beaucoup plus d'intérêt pour vous et ce sera beaucoup plus facile de le tenir sur du long terme. Ensuite, je retourne dans mes questions. Penses-tu que le jeûne est un allié anti-stress? Si oui, comment procéder selon l'Ayurveda? Je ne pense pas que le jeûne soit un allié anti-stress pour tout le monde.
Je pense que le jeûne peut aider certains cas, notamment les stress de type kappa où il y a une accumulation de choses, une accumulation de toxines, une accumulation de kappa, donc de glaire, de mucus, etc. Mais en fait, le jeûne n'est pas adapté à toutes les constitutions et pour ça, je te renvoie à ma vidéo sur le jeûne où j'ai vraiment tout décrit selon les doshas, à quel moment de l'année, comment les faire, comment l'adapter, parce qu'on peut jeûner de plein de manières différentes. Mais pour moi, c'est pas forcément un allié anti-stress. Ça peut l'être si on a besoin de jeûner, c'est-à-dire si on a une accumulation de kappa, si on a des toxines, si on a une constitution qui nous permet de jeûner. Mais c'est pas toujours le cas. Ça peut être une source de stress au contraire même quand c'est mal fait. Et puis je crois que c'était tout. N'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent. On va parler des doshas du coup. Donc qu'est-ce qui se passe pour Vata? Vata, c'est le dosha qui est le plus déséquilibré par le stress parce qu'il est toujours en mouvement. Donc dès qu'on lui fait une pichenette, Vata c'est un peu une plume qui vole. Il suffit de lui faire un tout petit souffle dessus et il s'envole. Donc il est perturbé très facilement. Ce qui est aussi un intérêt, Vata ça n'a pas que des intérêts, je place ça comme ça. Ça a un intérêt, c'est que c'est des personnes qui sont très créatives, qui peuvent bouger très facilement, elles adorent voyager, elles adorent rencontrer de nouvelles personnes, qui peuvent être très rapides dans leurs actions, dans leurs pensées. Mais ça va du coup générer particulièrement de l'anxiété, des excès de pensée, et du stress de manière générale, que ce soit au niveau physique, mental ou émotionnel. C'est la constitution qui est la plus sujette au stress et qui est la plus sensible au stress. Donc les conseils que je pourrais donner par rapport à cette constitution-là, ça va être d'en parler. Vata adore communiquer, il a besoin d'exprimer les choses. Donc que ce soit en parler à quelqu'un ou en parler à vous-même via le journaling par exemple, donc écrire dans un journal. Ce que j'aime bien avec le fait d'écrire, c'est que encore une fois, on matérialise les choses, on peut les relire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se relire et si c'est le cas, vous pouvez au début, si ça vous aide, écrire sur des feuilles volantes et vous en débarrasser. Le but c'est surtout que vous exprimiez, que vous sortiez de vous ces choses qui vous stressent. Donc si vous ne pouvez pas vous relire ensuite, c'est pas un problème, vous vous débarrassez de la feuille si jamais c'est un stress pour vous. Le but c'est pas d'ancrer encore plus. Donc Vata, ce qui va l'aider, c'est d'en parler, de communiquer, de se réancrer, parce que Vata, il est très vite parti dans les airs et n'est plus dans son corps. Donc ça va être extrêmement important encore une fois. Et respirer. Le prana, c'est une forme de Vata en fait. Il y a différentes formes, mais c'est une forme subtile de Vata. Qui est le souffle, c'est pas forcément que la respiration, c'est une énergie qui circule dans tout notre corps. Mais le fait de respirer, ça permet de rééquilibrer, de synchroniser tout le prana qui va circuler dans notre corps. Et pour ça, le yoga a pléthore d'exercices respiratoires pour toutes les conditions. Je vous invite vraiment à tester si vous n'en avez jamais fait. C'est assez incroyable ce que ça peut aider. Il y a de tout, il y a des pratiques pour se calmer, des pratiques pour se dynamiser. C'est vraiment très intéressant. Et une pratique que je vais vous montrer ce soir, parce que c'est assez simple, il n'y a pas vraiment de contre-indication à cette pratique-là. C'est une pratique que je conseille très souvent, puisqu'elle permet d'apaiser le mental, apaiser les pensées, et qui s'appelle la respiration de l'abeille. Donc la respiration de l'abeille, vous allez avec vos pouces fermer vos oreilles, avec vos deux doigts du milieu, enfin les doigts qui vous correspondent le mieux, souvent c'est ceux-là qu'on utilise, donc le majeur et l'annulaire. Vous allez les placer sur vos yeux pour les fermer. Donc vous allez être coupé de l'ouïe, coupé de la vue. Et ce que vous allez faire une fois que vous serez dans cette position-là, c'est que vous allez faire le son donc ça va ressembler à ça. Donc si vous me regardez le faire, vous allez vous dire oui, qu'est-ce que ça fait? Pas grand-chose. En effet, ce n'est pas très démonstratif, mais si vous le testez vous-même, vous allez sentir que ça fait beaucoup de choses. Ça fait vibrer en fait tout le crâne en fait, et ça peut même redescendre parfois. Et ça a une respiration qui est très très apaisante, qui peut aider pour s'endormir notamment. Donc voilà, une petite pratique comme ça pour aider à gérer son stress. Le fait de vocaliser aussi les choses, ça peut beaucoup aider.
On a souvent le chakra de la gorge qui est très bloqué parce que on retient les larmes, on retient les cris, on retient la colère, on retient tout. Et tout va se bloquer là. D'ailleurs, on dit bien que les sanglots, les choses nous montent à la gorge, que on va avoir la gorge bloquée quand on est pris d'une émotion. Et le fait de vocaliser, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. Personnellement, ce que je fais assez souvent, quand je sens que je suis prise d'une émotion très très forte, c'est tout simplement de... Donc ça va être plus fort si c'est une émotion de type colère ou ce genre de choses. Mais ça va permettre d'exprimer en fait. D'exprimer quelque chose et que ça ne reste pas coincé en vous. Et la vibration, ça a une capacité à nous calmer qui est... on n'en parle pas assez en fait. C'est très simple mais c'est vraiment hyper efficace. Donc voilà pour Vata. Pour le dosha Pitta, c'est un dosha qui est surtout sujet à la pression. Donc lui, il est quand même un peu plus dense que Vata, il a plus de ressources en général pour faire face au stress, mais il va avoir tendance à toujours vouloir en prendre un peu plus, un peu plus, un peu plus, parce qu'il peut gérer, il croit qu'il peut gérer. Parce que son mental est plus fort que son corps la plupart du temps, il se dit c'est bon, ça c'est bon, ça me stresse pas, t'inquiète, on va passer à autre chose, d'ailleurs les émotions ça sert à rien, on va les mettre par ici, etc. Je généralise bien sûr, toutes les personnes Pitta dominantes ne sont pas comme ça. D'ailleurs, le profil Pitta dominant présente énormément d'hypersensibles parce que Pitta c'est du feu et de l'eau. Donc vous imaginez quand vous êtes pris un coup de soleil, vous avez remarqué, si vous avez déjà vécu ça, que le moindre effleurement vous fait extrêmement mal. Donc quelqu'un qui a beaucoup de Pitta, et si c'est mal géré ou si chez lui c'est une tendance qu'il a depuis toujours, il va pouvoir avoir tendance à être très hypersensible. Donc, soit dit en passant. Pitta, c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'ils se coupent de leurs émotions. Donc les gens qui paraissent les plus solides et les plus stables et tout, sont en réalité des gens qui peuvent souvent être très sensibles. Donc pour Pitta, ce qui va être important, c'est de rafraîchir. Pitta, il est chaud, il a tendance à surchauffer, à créer trop de chaleur, trop de feu. Et ce qui va l'aider, ça va être de l'apaiser par le froid, et l'eau froide particulièrement. Ce qui m'aide énormément, pour revenir à du pratique, c'est les pieds. Notamment, les pieds sont une zone qui exprime le feu. Donc quand on a très chaud, ça va se localiser beaucoup au niveau des pieds. Donc si vous mettez vos pieds dans l'eau froide, ça va tout de suite calmer Pitta. La chaleur, elle va redescendre de la tête pour aller dans le bas du corps. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux, tout simplement. Ensuite, l'autre pratique que j'avais noté, la fluidité. Donc l'eau, c'est pour ça que je vous parlais de l'eau froide. C'est quelque chose qui bouge, qui va remettre en mouvement et qui n'est pas figé, qui n'est pas... comment dire que ça? Comme je vous disais, Pitta, il est pénétrant. Il est piquant, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, pénétrant. Donc il faut lui ramener quelque chose de doux, quelque chose de mou, quelque chose d'agréable qui va l'apaiser, qui va lui arrondir les angles, on va dire ça comme ça. Pitta a besoin beaucoup de se reconnecter à sa joie, à son enfant intérieur, parce qu'il peut avoir tendance à être facilement très sérieux, d'oublier de prendre des bons moments, d'oublier de s'amuser, de nourrir la joie. Donc ça, c'est une autre pratique très importante pour tout le monde. Mais souvent, quand Pitta est dominant, c'est d'autant plus le cas. Et Pitta, souvent, il a besoin de prendre du temps seul pour processer, transformer ses émotions avant de pouvoir les exprimer. Parce que sinon, ça fait un peu cocotte minute. Et vu qu'il déteste exploser devant les autres, en général, il va se sentir encore plus coupable, encore plus déséquilibré. Il vaut mieux qu'il ait un temps où il va s'apaiser, le mieux en nature. Pitta adore la nature, ça le calme beaucoup, pour pouvoir gérer son émotion, son stress. Donc voilà quelques conseils pour Pitta. Et enfin pour Kapha. Kapha, c'est un dosha qui est en général assez résistant au stress. C'est un dosha qui a beaucoup de ressources puisqu'il est constitué de terre et d'eau. Donc à l'inverse de Vata qui était la plume où on pouvait lui souffler dessus et elle partait au quart de tour, Kapha c'est de la terre. De la terre un peu humide, ou très humide parfois, qui du coup, pour bouger ça, il va falloir mettre du sien en général. C'est pour ça que de manière générale, les personnes Pitta sont un peu moins sujettes au stress. Elles vont mieux supporter par exemple les voyages, les changements de vie, même si elles n'aiment pas ça. Kapha n'aime pas bouger de sa routine, il aime bien rester là où il est tout simplement parce que c'est sa zone de confort.
mais il va bien le supporter de manière générale dans son corps. Voilà pour Kappa. Et lui, ce dont il aura souvent besoin pour faire face à un stress, c'est qu'il va avoir tendance, naturellement, s'il est un peu déséquilibré, à se renfermer, mais se renfermer dans un immobilisme en fait, d'être complètement figé, de ne pas savoir quoi faire. Et ça, il n'y a rien de pire pour l'aggraver parce qu'il est déjà stable en fait, il est déjà immobile, donc ça aggrave Kappa de faire ça. Ce qui fait que quand j'ai des personnes qui ont du Kappa en dominance en consultation et que je vois qu'elles sont dans une période de stress ou qu'elles ont beaucoup d'émotions à gérer, je leur incite énormément à utiliser le mouvement. Donc que ce soit du mouvement comme ça que vous improvisez pour libérer les tensions dans votre corps ou mettre quelque chose en action. Vous mettre en marche dans une décision, dans un projet, vous mettre en action, ne pas rester dans l'immobilisme en fait, parce que ça va avoir tendance à aggraver la situation. Voilà pour des conseils sur les 3 doshas. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre. Est-ce que les émotions refoulées et accumulées sont considérées comme relevant d'une aggravation Kappa ? Je dirais non. Oui et non, pas forcément. Toutes les constitutions peuvent refouler leurs émotions pour des raisons différentes. En général, Vata va avoir tendance à vite s'en débarrasser parce qu'il peut pas la gérer, il va vite l'évacuer, l'éliminer. Pitta, il va la refouler pour ne pas déborder en fait. Il veut toujours rester dans son cadre, ne pas faire des choses... comment dire ça ? Il est rangé en fait. Donc il veut surtout pas déborder devant d'autres personnes notamment. C'est pour ça qu'il aurait tendance à se couper de ses émotions. Et en fait, c'est surtout de se couper de sa vulnérabilité. Il a très peur d'être vulnérable en général. Kappa, lui, va refouler très très souvent. Mais, comment dire ? Le problème, c'est qu'il peut perdre conscience de ce qu'il avait enfoui. Pitta, en général, ça finit par exploser parce que c'est un volcan. On a beau enfouir des choses, ça marche pas. Au bout d'un moment, Pitta, il est explosif. Donc, la plupart du temps, ça se répercute par des burn-out, par des problèmes d'inflammation, des problèmes de foie, des problèmes digestifs, etc., des problèmes de peau. Et Kappa, ça peut prendre très longtemps. C'est ça le problème. C'est que souvent, c'est des gens qui tombent peu malades, c'est des gens qui vont pas trop somatiser sur le moment. Mais finalement, au bout de 50, 60 ans, on va se rendre compte qu'ils ont un cancer en stade 4. Ce genre de choses-là, en fait. C'est pas pour tout le monde, hein. Tout le monde ne développe pas un cancer, mais souvent les personnes Kappa vont sur le coup ne pas forcément somatiser grand-chose, mais en fait, elles préparent quelque chose en fond qui ensuite va être beaucoup plus difficile à traiter parce que c'est créé sur des années. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je pense que je vais m'arrêter là, ça fait déjà beaucoup. J'espère que le sujet vous a plu, j'espère que les clés vous avez appris de nouvelles choses qui pourraient vous aider. N'hésitez pas à me donner vos astuces aussi, les choses que vous mettez en place qui vous apaisent. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, vous apporter des outils très très concrets. Donc qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour se préparer au niveau émotionnel, pour réparer ensuite l'émotionnel, donc ce dont je parlais au tout début. Et je pense vous partager de plus en plus des choses là-dessus. Donc j'espère que ça vous plaît parce que c'est un sujet qui moi m'intéresse beaucoup parce que je ne fais qu'observer en consultation que c'est souvent un problème de base à tous les autres soucis que peuvent présenter les gens. Ok, bon je suis très contente que ça vous ait plu et je vous dis à très bientôt, donc en post, en live ou en vidéo sur YouTube. Une chose que j'ai oublié de vous dire qui est extrêmement importante, faites une liste de toutes les choses qui vous font du bien. Faites une liste de toutes les petites, moi ce que j'appelle les petits bonheurs. Personnellement, j'ai une musique, notamment une musique classique, qui dès que je la mets, dès que je la joue, elle va instantanément me calmer. Ça fonctionne à chaque fois. Donc je sais ça, donc je l'utilise. Ce que j'ai fait hier d'ailleurs. Si vous voulez tout savoir, c'est un concerto pour clarinette en La majeur, je crois, de Mozart. Et c'est la partie l'adagio, donc la deuxième partie. Voilà, ça ne fonctionnera pas forcément pour tout le monde, mais c'est ma musique magique qui me recentre en permanence. Pour moi, ça va être par exemple être en nature, ça me recentre constamment. Le podcast dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Tara Brach,
c'est pareil. Donc faites-vous une liste quand vous allez plutôt bien ou en ce moment, même dès ce soir, faites une liste de tous les petits bonheurs, les choses qui vous savez vous font du bien. Parce qu'ensuite, quand vous allez être dans un stress, c'est cette liste qui va être quelque chose, une ressource en fait inestimable pour vous. C'est ce qui va vous permettre de passer ce stress-là, qui va vous permettre de vous aider dans votre émotionnel. Voilà, donc j'ai hâte de lire votre liste des petits bonheurs. Parce que comme ça, si on peut s'inspirer les uns les autres, ce sera encore plus efficace, encore plus intéressant. Et cette fois-ci, je vous laisse. Je vous laisse aller vous coucher. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très très bientôt.